on leur a dit, vous n'avez qu'à mutualiser, l'université même a décidé ça, de mutualiser avec les universités sénégalaises qui ont déjà des masters pour qu'ils puissent faire des masters. Et eux, ils ont dit non, nous, on veut garder le label Amadou Mahtar. Je leur ai dit, n'oubliez pas que votre université, pour le moment, elle démarre. L'université de Dakar, c'est la première université francophone d'Afrique. Si j'étais vous, je ferais tout pour avoir aussi le label Cheikh Anta Diop sur mon diplôme en plus de le label IAM. Donc vraiment, je pense qu'ils ont été mal conseillés il faut revenir à la raison. Quand on ouvre un master, on ne l'ouvre pas pour dire que c'est un master d'excellence. On regarde le contenu et ceux qui l'enseignent. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si c'est un master d'excellence. Donc, avoir le cachet de l'UCAD ou de l'IGB, je pense que ce n'est pas mauvais pour quelqu'un qui a étudié à l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc nous espérons qu'ils vont revenir à la raison et que l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est maintenant sur Campus Sène, en plus des écoles, va accueillir ces 3 IFR et je pense que c'est une très très bonne chose pour les bacheliers du Sénégal. Mais n'empêche que la question du désengorgement de l'université Cheikh Anta Diop demeure, non? Elle demeure, évidemment qu'elle demeure, parce que vous savez, l'université Cheikh Anta Diop, c'est à peu près 100 000 étudiants. Bon, il y a dans le monde peut-être des universités comme ça, 80 000, 100 000, mais il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, comme j'ai dit, le désengorgement de l'université de Dakar commence comment? Déjà, en faisant monter en puissance l'université Amadou Mahtar Mbow, en faisant en sorte que dans tout le Sénégal, il y ait des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qui sont presque les plus demandés au niveau du campus Sène pour les orientations, parce que ce sont des universités qui offrent des métiers qui permettent de travailler. Le président de la République a décidé aussi d'ouvrir 2 universités importantes, l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental à Tamba. Mais ce n'est pas demain la veille, hein, par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous appelez demain la veille, mais nous, on travaille durement pour que les constructions de ces universités démarrent. On ne voudrait plus, le président n'aime pas qu'on démarre dans des locaux provisoires, c'est très très compliqué, donc on s'attelle à ce que la construction de ces universités démarre le plus rapidement possible. Des coordonnateurs qui font office de recteur ont été nommés, en l'occurrence le professeur Sidibé et le professeur Noba de la Fac des Sciences, et ils sont en train de travailler sur les curricula, ils sont en contact avec les autorités territoriales de ces régions et en contact avec nous pour qu'on puisse démarrer le plus rapidement, en tout cas, ces universités. Absolument. Alors, il y a d'autres investissements du président de la République. Je veux parler du supercalculateur. Où en êtes-vous avec le supercalculateur? Le supercalculateur, je crois pouvoir dire qu'il devrait pouvoir supercalculer à partir du mois de novembre. Au plus tard. En effet, lorsque nous sommes arrivés, ça coïncidait avec la nomination du directeur général de la CNRI, la Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement, la recherche et l'innovation. Nous nous sommes attelés à lever toutes les contraintes qui empêchaient le supercalculateur de calculer. Parce que le supercalculateur, c'est un outil, là aussi un investissement fort du président Macky Sall, qui croit à la science, qui croit vraiment aux mathématiques, et qui a investi plus de 8 milliards pour ce sujet. Vous parlez d'un géologue de carrière, c'est un scientifique. Voilà. Et donc, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il aurait même dû être professeur de mathématiques. Donc, le président Macky Sall a investi 8 milliards pour payer un supercalculateur. 8 milliards, qui est un des plus performants, en tout cas, en Afrique subsaharienne. Afrique du Sud exceptée. On l'a posé dans un petit désert ici, où il n'y avait rien, il n'y avait même pas l'eau, il n'y avait absolument rien. Mais la faute à qui? Donc à l'époque, je pense que, en tout cas, ceux qui l'ont posé là n'avaient pas pris toutes, c'était en 2018 je pense, toutes les garanties pour que le supercalculateur fonctionne. Donc nous nous sommes attelés à lever les contraintes et au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? L'entreprise Atos qui a vendu le supercalculateur est en train de l'auditer pour savoir que tout marche malgré le fait qu'on l'a entreposé là depuis des années. Et s'il y a des choses qui doivent être changées, des pièces qui manquent ou qu'il faut changer, qu'ils le remettent à neuf. Il faut encore dépenser de l'argent. Non, ça faisait partie du contrat. L'entretien et la maintenance du supercalculateur. Nous avons recruté le personnel nécessaire en termes d'ingénieurs, etc., pour faire fonctionner la machine. Ces ingénieurs avaient besoin d'une formation supplémentaire. Nous sommes en train de faire ces formations et nous pensons le terminer au plus tard au mois d'octobre.
Quand tout ce sera terminé, eh bien, on vous appellera et on verra que le supercalculateur, il supercalcule. Voilà, et je pense que aussi ça, c'est un objectif très important que nous avait fixé le président de la République et nous pensons pouvoir le réussir. En attendant que ce rêve devienne réalité, il y a un autre rêve, de voir un satellite du Sénégal. Oui. C'est agité un peu. Oui, ça. Ce ne sont pas des chimères. C'est pas du tout des chimères, Monsieur Nguema. Pourquoi? Parce que là aussi, le président de la République, et vous l'avez entendu, il a félicité le Premier ministre indien parce que l'Inde vient d'alinir, parce qu'on ne dit pas atterrir sur la Lune en principe, il vient d'alinir un engin spatial au niveau sur la Lune. C'est après l'Union soviétique, je pense que c'était en 1959, après les États-Unis, c'était en 1969, l'Inde vient de le faire. Mais ça, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. L'Inde, ils ont eu Brahmagupta. Brahmagupta, c'est un mathématicien, astronome indien du 7e, 6e et 7e siècle, qui est peut-être un des plus grands mathématiciens de l'Inde depuis que l'Inde existe. Qui déjà, donc, ils ont commencé à travailler depuis le 7e siècle. L'Inde, sur l'astronomie. Brahmagupta, d'ailleurs, nous les matheux, on considère que c'est le premier, parce que lui, c'est le premier à utiliser l'algèbre pour étudier l'astronomie. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, la légende dit, et c'est pas vraiment une légende, c'est la réalité, que c'est peut-être le premier mathématicien à bien utiliser le concept du nombre zéro. Il faisait quelques erreurs, mais en tout cas, à l'époque, il était l'un des rares à utiliser le nombre zéro. C'est pour cela qu'on dit que le zéro, il est un peu indien. Donc, après Brahmagupta, l'Inde, ils ont eu, vers les années 1800-1920, Ramanujan. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps un jeune Sénégalais, un jeune chercheur sénégalais dont on est très fier, le professeur Moustapha Fall. Il a obtenu ce prix Ramanujan. Il est le deuxième Africain à l'obtenir. Ramanujan, c'est un jeune Indien qui était dans sa campagne et qui s'est réveillé et qui a pondu des formules mathématiques incroyables, dont il a démontré certaines non, et qui ont fait travailler les mathématiciens pendant plus de 100 ans. Donc l'Inde, c'est une puissance scientifique, en plus d'être une puissance humaine. Parce que l'Inde, maintenant, c'est le pays le plus peuplé du monde. Avec plus d'1 milliard d'habitants. Mais c'est une puissance humaine. Et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve à la tête de structures comme Google, des gens d'origine indienne. Et ils ont bien utilisé leur diaspora. Ce n'est pas une diaspora qui casse des consulats, l'Inde. C'est une diaspora qui essaie de faire en sorte qu'il y ait MIT qui vient en Inde. Ce n'est pas une diaspora qui casse les consulats. Non, ce n'est pas une diaspora qui casse des consulats. Et ça donne des résultats. Mais ceux qui ont des diasporas qui cassent les consulats, revenons sur le sujet. Vous pensez qu'ils pourront faire envoyer des satellites? Exactement. Et on va l'envoyer au début du trimestre 2024. J'ai bien compris la nuance. Disons que le président Macky Sall, dans sa volonté, bien sûr, de faire du Sénégal un pays qui va dans l'espace. Il vient de créer l'Agence sénégalaise d'études spatiales avec Mariam Kairé, dont on a vu les performances dans ce domaine. Il avait initié ici un programme qui s'appelle Sensat, qui consistait à lancer notre premier satellite. Alors, ce premier satellite, c'est un projet qui me plaît beaucoup, parce que ce qu'on a décidé, c'est de former des Sénégalais qui vont construire notre satellite. Au Sénégal? Non, pas au Sénégal. On les a envoyés au Centre d'études spatiales universitaire de Montpellier, le CESUM. On a eu une collaboration. Ce sont des jeunes étudiants qui sont sortis de l'EPT, qui sont sortis de l'ESP, qu'on a amené là, et qui ont de leurs mains fabriqué le premier satellite du Sénégal. Il y a un prototype ici, je peux vous le montrer. S'il peut l'amener, je peux vous le montrer. Ce prototype, ce sont des Sénégalais qui l'ont construit, de jeunes Sénégalais. Je pense que c'est 8 ingénieurs, ils sont à peu près 13. Et ces ingénieurs donc ont conçu ce satellite et actuellement nous avons signé avec une entreprise qui fait des lancements de satellites. Et si le processus que nous avons, c'est l'agenda que nous avons pour ce satellite se passe bien, je pense qu'au plus tard en février, le Sénégal devrait lancer son premier satellite. Fin février prochain. Fin février. Février 2024. Février 2024. Le Sénégal serait en mesure de lancer son premier satellite. C'est un petit satellite, mais l'histoire démarre toujours par un petit satellite. Et je pense que
comme je dis, ce qui est important là-dedans, c'est que ça a été fabriqué par des jeunes Sénégalais. Donc ceux-là, si on les ramène ici, c'est-à-dire qu'on ne dépendra pas de que notre pays pour continuer notre projet spatial. Donc c'est comme ça que le président l'avait conçu et nous serons très heureux, en tout cas, au début au début de l'année 2024, de vous inviter pour le lancement du premier satellite sénégalais. Voilà. Absolument. Et c'est important de le noter. Et la parole est du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Donc on comprend pourquoi on a mis recherche et innovation justement dans les dénominations. Exactement. C'est une vision. C'est une vision. Absolument. Mesdames et messieurs, juste une poignée de secondes et nous revenons dans quelques instants. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Toute la vérité, votre émission, et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le professeur Moussa Baldé, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et vraiment, on a évoqué la question de l'innovation et de la recherche dans justement la dénomination de ce ministère, et on peut comprendre aisément pourquoi, avec ce que vous tenez entre vos mains. Voilà, voici le prototype de ce qui devait être le premier satellite sénégalais dans l'espace. Et nous pensons que nous devons pouvoir le lancer au plus tard en février 2024. En février 2024. Mais vous pensez que ça a été fait par des jeunes Sénégalais? Oui, je vous l'ai expliqué. Ils sont à Montpellier, tout le monde peut aller les visiter. C'est des jeunes ingénieurs sénégalais sortis de l'ESP et de l'EPT, la plupart d'entre eux, qu'on nous envie d'ailleurs, que des gens ont envie de nous arracher. Mais c'est de bons patriotes et on se bat pour les ramener au pays, ici, à la Cité du Savoir, pour continuer le programme spatial du Sénégal. Mais c'est dans quel intérêt? Mais les satellites, justement, vous savez, le monde à venir, ça va être le monde de l'espace. Le monde de l'espace. Donc les pays qui seront absents de l'espace seront des pays handicapés. Donc la course dans l'espace, elle a commencé dans les années 50. J'en connais un rayon parce que moi j'ai travaillé durant ma thèse sur la théorie du contrôle, qui est une théorie qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu la course dans l'espace. Et un de nos, disons, précurseurs, le professeur Lev Pontriagin, c'est lui qui a travaillé avec l'armée soviétique pour le lancement de leur premier satellite. Et donc, l'espace, c'est un enjeu fondamental. Et le fait que le Sénégal, même si nous sommes un petit pays de 17 millions, compétisse à son niveau, c'est extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Mais c'est beaucoup de moyens aussi. Hein? C'est beaucoup de moyens. C'est pas donné. C'est beaucoup de moyens, mais ça peut rapporter plus gros. Ah. Ça peut rapporter gros. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, vous avez une information et c'est important.